Bonjour, aujourd'hui on va faire le cours de la myasthénie et les syndromes myasthéniques. Introduction. La myasthénie est une maladie neuromusculaire auto-immune caractérisée par une fatigabilité musculaire excessive due à un défaut de transmission neuromusculaire. Elle est causée par des anticorps dirigés contre les récepteurs d'acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire. Les syndromes myasthéniques regroupent différentes pathologies qui affectent la transmission neuromusculaire avec des mécanismes distincts de la myasthénie auto-immune. Exemple, on a le syndrome de Lambert-Eaton, le botulisme, les syndromes myasthéniques congénitaux. L'examen neurologique peut être normal. Donc, d'une façon générale, il faut faire bien la différence entre une myasthénie auto-immune et les syndromes musculaires ou les syndromes myasthéniques, qui ont en commun les deux la faiblesse musculaire et la fatigabilité à l'effort, mais le mécanisme est différent. La myasthénie, c'est une maladie auto-immune acquise où le système immunitaire attaque la jonction neuromusculaire. Les syndromes myasthéniques, ce sont des maladies héréditaires causées par des gènes défectueux qui entraînent des anomalies au niveau de la jonction. D'accord? On va parler maintenant sur la physiopathologie ou le mécanisme de la myasthénie. Le système immunitaire produit des anticorps qui ciblent et bloquent les récepteurs de la jonction neuromusculaire. Donc, perturbation de la communication entre le nerf et le muscle, diminution de la contraction par diminution de l'influx nerveux due à la fixation de ces anticorps aux récepteurs de l'acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire. Voilà, la physiopathologie, c'est une perte des récepteurs d'acétylcholine sur la membrane postsynaptique, bloc de la transmission neuromusculaire, donc affaiblissement musculaire. Il y a un rôle de l'hyperplasie thymique dans 70% des cas ou le thymome dans 10 à 15% des cas souvent impliqués. Donc, le rôle du thymus dans la myasthénie est que les récepteurs de l'acétylcholine des cellules myoïdes du thymus entraînent la stimulation d'anticorps contre les récepteurs de la jonction neuromusculaire. Donc, le thymus est une source de lymphocytes T helper, stimulant la production de ces anticorps par les lymphocytes B. Association fréquente avec des anomalies thymiques. Donc, il y a des formes séronégatives qui sont des anticorps anti-MuSK et anti-LRP4. Une forme séronégative, معناتها aucun auto-anticorps n'est détecté de diagnostic difficile car il ne nécessite pas un test spécifique. Dans le cas des formes séronégatives, on peut baser sur l'examen des symptômes et l'évolution de la maladie couplée à la réalisation de tests diagnostiques tels que l'électromyogramme, l'EMG et l'examen d'imagerie de la transmission neuromusculaire. نقدروا نديروا des tests aux anticholinergiques. Épidémiologiquement maintenant, c'est une maladie rare, 40 à 180 cas par million d'habitants, une prédominance féminine avant les 40 ans, masculine après les 50 ans, association fréquente avec des anomalies thymiques, qui le thymome, c'est le tumeur du thymus, ou l'hyperplasie, c'est l'augmentation du volume du thymus. Maintenant, le diagnostic positif. La clinique, un début insidieux avec fluctuation au cours de la journée, aggravation à l'effort et amélioration au repos. Au début, apparent des troubles
peut coïncider avec une infection, intoxication, traumatisme, puberté ou grossesse. Le diagnostic difficile. Il y a une autre note que l'examen peut être normal si les symptômes sont intermittents et s'il est réalisé en période intercritique, معناتها في البériode اللي ما كانش فيها la crise de la myasthénie. Donc, il suppose le problème de difficulté de diagnostic. Un début insidieux avec fluctuation au cours de la journée. L'intensité des symptômes ou les signes va être différente pendant la journée, aggravée à l'effort et améliorée au repos. Il y a une notion très importante. Il y a le phénomène myasthénique. Le phénomène myasthénique, qui est dominé par la fatigabilité musculaire, est une diminution de la force musculaire qui apparaît au cours des efforts répétés ou maintenus, progressifs et proportionnels à l'intensité de l'effort et disparaît au repos. Ce déficit transitoire est variable dans le temps et d'un territoire musculaire à l'autre. C'est la principale caractéristique, n'obéissent à aucune systématisation neurologique. Il est composé de apparaît ou augmenté à l'effort, augmenté en fin de journée, se corrige au repos, se manifester dans la muscle directement mis en action au cours de l'effort, ou plus évocateur encore dans des muscles non concernés par l'effort. Combinaison fréquente et évocatrice de signes, ophtalmoplégie, faiblesse musculaire des membres et trouble de la déglutition. C'est le phénomène myasthénique. Maintenant, on va parler des symptômes. L'atteinte oculopalpébrale, fréquente au début de la maladie. Parfois, la moitié des cas, les premières manifestations de la myasthénie auto-immune concernent uniquement les muscles des yeux. Un ptosis, c'est la chute du paupière supérieur, unilatéral ou bilatéral fluctuant. Une diplopie intermittente. Atteinte bulbaire au niveau du bulbe, la dysarthrie, la dysphagie et la dysphonie. Des fausses routes, une fatigabilité à la mastication. On a une atteinte axiale et des membres, une faiblesse musculaire proximale, difficulté à laver les bras, à monter les escaliers, une fatigabilité musculaire avec récupération au repos. Une atteinte respiratoire qui donne la gravité de la myasthénie au cours d'une crise myasthénique. On a une dyspnée avec tout inefficace, risque de détresse respiratoire aiguë. On va détailler un petit peu sur les signes. On a le ptosis ou l'atteinte oculopalpébrale. Le ptosis est évocatrice, uni ou bilatérale, fréquemment asymétrique. Flexion dans la journée, plus marquée le soir. C'est un ptosis à bascule, évocateur, s'associant à une contraction du muscle frontaux avec rejet de la tête en arrière. Peut être révélé par l'épreuve de Mary Walker. La contraction des muscles de la main et de l'avant-bras tandis que la circulation sanguine est arrêtée au bras par un garrot entraîne l'épuisement des muscles en action et à la levée du garrot on note le retentissement à distance tel que l'accentuation d'un ptosis. Regresse temporairement par dépôt d'un glaçon sur la paupière supérieure, c'est le signe de glaçon. وعندنا le ptosis ou l'ophtalmoplégie partielle se traduit par une diplopie intermittente aggravée par l'effort de lecture et à la fatigue allant à l'ophtalmoplégie complète, surtout le soir. Cette atteinte oculomotrice est variable dans le temps et mal systématisée. En revanche, la motilité intrinsèque est toujours respectée. Donc, la triade ophtalmoplégie, ptosis, pupille normale est caractéristique de la myasthénie. La crise myasthénique est une poussée
nécessitant l'intubation et la ventilation mécanique. Les examens complémentaires. Premièrement, les tests pharmacologiques. Seulement en milieu d'hospitalisation pour craindre une crise cholinergique. عندنا le test autosilon, l'hydrophonium, amélioration transitoire rapide des symptômes, ou عندنا le test à la prostigmine, le neostigmine, basé sur le même principe. Donc, le principe du test pharmacologique est que عندنا une injection intraveineuse de l'hydrophonium de 2 à 10 mg. وعندنا هذه c'est une injection intraveineuse. والثاني تاع البروستيغمين عندنا une injection intramusculaire de 1 à 2 mg. Le cas هذا précédé par 0,5 mg d'atropine sous-cutanée pour limiter les effets secondaires muscaréniques. La réponse positive se traduit par la régression transitoire dans 5 minutes plus ou moins complète des signes. Il est indispensable d'objectiver cette réponse par un test quantitatif clinique ou EMG. Une réponse temporairement négative peut être constatée dans des cas de myasthénie grave authentique, ce qui conduit à répéter ces tests. C'est le premier test. Deuxièmement, l'électromyographie, le NMG, décriment du potentiel d'action musculaire après stimulation répétée. Donc, on a un décriment du potentiel moteur sous l'effet de stimulation répétitive supramaximale à basse fréquence de 2,5 Hz d'un nerf moteur. Un décriment maximal survient du deuxième au cinquième potentiel et doit être supérieur ou égal à 10. C'est une diminution progressive et transitoire de l'amplitude de la réponse musculaire. Elle doit être recherchée sur un muscle réchauffé à distance de la prise d'anticholine estérasique en moins 12 heures d'intervalle. Le dosage maintenant des anticorps. Les anticorps anti-récepteurs d'acétylcholine présents dans 85% des cas. Les BNSMUA auto-immune idiopathique. Anti-MUSK, c'est le muscle spécifique kinase représente dans 10% des cas de forme séronégative. Ou l'anti-LRP4 des formes rares. Donc, la recherche des anticorps par méthode radio-immunologique ou ELISA, intérêt avant tout diagnostic. Il n'y a pas une corrélation entre le taux et la gravité, donc le profil évolutif de la maladie. Cependant, l'amélioration clinique s'accompagne d'une diminution des auto-anticorps. L'intérêt de dosage répété pour apprécier les effets des différents traitements et une remontée du taux peut accompagner ou précéder une rechute. وعندنا les anticorps anti-MUSK dirigés contre une protéine post-synaptique associée au récepteur d'anticorps اللي هو le muscle spécifique kinase. L'imagerie thoracique maintenant, le scanner thoracique à la recherche d'un thymome ou d'une hyperplasie thymique. Le TDM thoracique sans injection doit être systématique devant toute suspicion de myasthénie afin d'explorer la logique thymique à la recherche d'une hyperplasie ou d'un thymome. En cas de doute sur un thymome, une injection d'iode est indiquée en dehors d'une poussée. Elle peut aggraver une myasthénie instable. Notez bien que la négativité du bilan ne rejette pas formellement le diagnostic et il faudra répéter le dosage des anticorps quelques mois après le premier dosage en raison d'une positivation secondaire possible.
Maintenant, évolution et pronostic. La durée de vie est normale sous traitement, excepté en cas de tumeur malin. L'évolution est capricieuse et irrégulière. On a une stabilisation poussée et crise. Le risque respiratoire est majoré la première année, puis il diminue. Les facteurs déclenchants d'une crise sont l'infection, une fièvre, un effet indésirable d'un médicament et un stress émotionnel. L'élément de mauvais pronostic, on a l'éthymome, les antimusques et les formes séronégatives. Il y a une petite notion qui est l'évaluation de la gravité. On a une évaluation globale qui est destinée à identifier des sous-groupes de myasthénie avec des signes cliniques de gravité différentes. Il y a 4 classes de myasthénie par des symptômes différents et une évolution différente. Donc, d'une façon générale, on peut résumer, la myasthénie est une affection chronique capricieuse caractérisée par des poussées spontanées ou provoquées suite à une diminution ou arrêt des médicaments, infection, intervention chirurgicale, traumatisme, prise de médicaments. Ces poussées sont entrecoupées de périodes de rémission plus ou moins longues. La poussée se définit par la réapparition de nouveaux signes ou l'aggravation significative du déficit préexistant sur quelques jours ou quelques semaines. La crise myasthénique est une poussée nécessitant l'intubation et la ventilation mécanique. L'évolution générale de la myasthénie est conditionnée par le risque de survenue de crise myasthénique et cholinergique. Donc, complications vitales possibles lors des crises myasthéniques se manifestent par des troubles de déglutition et respiratoire avec un dyspnée et encombrement. Les crises surviennent nécessitant une hospitalisation en réanimation. Hadi la gravité de la myasthénie. Maintenant, le diagnostic différentiel de la myasthénie, les syndromes myasthéniques. Premièrement, on a le syndrome de Lambert-Eaton. C'est une affection auto-immune acquise liée à la formation d'auto-anticorps pathogènes contre les canaux calciques voltage dépendants situés à la terminaison du nerf moteur. Considéré au départ comme un syndrome paranéoplasique, son cadre nosologique s'est élargi en raison de sa survenue en dehors de toute néoplasie et de son association à d'autres maladies immunologiques. La sémiologie est dominée par une fatigabilité qui prédomine sur le muscle de la ceinture pelvienne, du tronc et des cuisses avec atteinte de la musculature oculaire intrinsèque. عندنا فيها le signe de Claude Bernard Horner qui est formé par le ptosis, myosis et l'inophthalmie. Le syndrome de Lambert-Eaton, bloc présynaptique, atteinte de la libération d'acétylcholine. Donc, on a le cas une insuffisance de production de l'acétylcholine, amélioration de la force après stimulation répétée, souvent paranéoplasique. Le diagnostic est basé sur le NMG, qui donne une augmentation progressive des potentiels musculaires qui peut dépasser le 400%, il y a un incrément. Les anticorps anti-récepteurs d'acétylcholine est négatif. Les anticorps anti-canaux calciques sont positifs dans 50% des cas. Le botulisme maintenant, le toxine botulique bloque la libération d'acétylcholine. Ça atteint une diplopie, une dysphagie, une paralysie descendante progressive. Botulisme, c'est une neurotoxicité par le Clostridium botulinum non détruit par une stérilisation suffisante. Les premiers signes sont digestifs, nausées, vomissements, diarrhée, douleur abdominale en moyenne après 12 à 36 heures de l'ingestion de l'aliment contaminé sans fièvre. Les signes neurologiques apparaissent quelques heures plus tard ou 2 à 3 jours. Le contexte est très différent de la myasthénie.
Le tableau clinique comporte une paralysie de l'accommodation, une mydriase bilatérale, des paralysies oculomotrices entraînant une diplopie, une dysphagie de troubles et de troubles de phonation. Le NMG n'a pas de décrement, mais une diminution d'amplitude des potentiels d'action musculaire. Le diagnostic du botulisme repose sur la mise en évidence de la toxine dans l'aliment en cause ou dans le sérum du malade. Maintenant, on a les syndromes myasthéniques congénitaux. Ce sont des maladies héréditaires qui peuvent être dues à une diminution des vésicules synaptiques avec la réduction du nombre d'acétylcholine qui en découle et un défaut de la résynthèse de l'acétylcholine et de son stockage. Ce sont des maladies génétiques affectant la jonction neuromusculaire, des symptômes présents dès l'enfance. Le traitement maintenant, on a le traitement symptomatique, les anticholines estérasiques, le neostigmine, la pyridostigmine, améliorent la transmission neuromusculaire. On a une surveillance des effets secondaires comme les crampes, l'hypersalivation et la bradycardie. Le traitement de fond, les corticoïdes comme le prédnisone, efficace mais initiation progressive pour éviter l'aggravation transitoire. On a les immunosuppresseurs, la zatioprine, la mycophénolate en cas d'intolérance aux corticoïdes. La thymectomie, indiquée sétumum ou hyperplasie thymique, peut induire une rémission complète ou partielle. Les mesures de réanimation, la prise en charge en unité de soins intensifs en cas de crise myasthénique, éviter les médicaments aggravants comme les aminosides, les bêta-bloquants et le magnésium, la plasmaphérèse ou l'immunoglobuline IV en cas d'urgence. Les complications, les crises myasthéniques donnent une insuffisance respiratoire aiguë qui fait la gravité de la maladie, des complications thymiques comme le thymon malin, un risque infectieux accru avec des traitements immunosuppresseurs. Pronostic et surveillance. C'est une maladie évolutive mais contrôlable avec un traitement adapté, surveillance régulière de la fonction respiratoire et des anticorps, un contrôle radiologique annuel en cas d'anomalie thymique. En conclusion, la myasthénie est une maladie auto-immune neuromusculaire dont le diagnostic repose sur la clinique, les tests électrophysiologiques et le dosage des anticorps. Le traitement repose sur les anticholines estérasiques, les immunosuppresseurs et la thymectomie en cas d'indication. Une prise en charge rapide est essentielle pour éviter la crise myasthénique, complication potentiellement fatale. L'épreuve de Mary Walker consiste à contracter les muscles de la main sous garrot, puis à observer à la levée du garrot une aggravation du ptosis ou un déficit musculaire indiquant une fatigabilité myasthénique.